Ça me fait plaisir de venir vous présenter là, les résultats préliminaires justement d'un des projets que j'ai pris sous mon aile depuis un an, donc portant sur sur les techniques d'échantillonnage des chenilles de verre gris, en fait, puis l'impact des travaux de sol saisonniers pour la lutte au verre gris dans un contexte de production de crucifères biologiques. Donc, à travers ma présentation aujourd'hui, c'est ça, je vais faire un petit topo sur nos amis les verres gris, qu'est-ce qui se fait aussi en termes de bio, puis qui nous a amené à nos objectifs de recherche, passer un peu sur ce qu'on a fait l'année dernière, nos premiers résultats, puis vous présenter aussi la poursuite de ce qui nous attend en 2022 et 2023. Donc, les verres gris, c'est des lépidoptères, donc de la famille des noctuidés. Au Canada, on a environ 1145 espèces différentes de noctuidés, mais en fait, globalement, au Québec, Ontario, on parle plus de 600 espèces différentes. Puis, qu'est-ce qui est, en fait, quand on parle de verres gris en agriculture, pour ce qui est des ravageurs, on a au Québec environ une quinzaine d'espèces qui sont problématiques. Puis, quand on parle de complexe de verres gris, en fait, on peut retrouver dans le même champ plusieurs espèces. C'est pour ça que parfois, il est difficile d'identifier l'espèce en tant que telle à cause des stades larvaires qui sont similaires entre elles. Puis en fait, c'est ça, on a une quinzaine d'espèces qui sont plus connues étant des ravageurs problématiques dans différentes cultures. Pour ce qui est ils ont tous le même cycle de vie environ où on passe d'un adulte qui va aller pondre ses œufs, où les œufs, une fois éclos, vont passer par plusieurs stades larvaires, donc plusieurs stades de chenilles, avant de parfois aller dans un stade plus ou moins long de pré-pupe ou de pupe, donc de chrysalide, avant de refaire le cycle complet pour retrouver en adulte. Je vais faire une pause aussi sur certains aspects de la biologie. Il y a des espèces qui sont migratrices, des espèces qui vont compléter leur cycle de vie de façon permanente au Québec, donc des espèces qui sont plus résidentes, comme par exemple le cycle de vie de Exoa messoria, qui est notre verre gris moissonneur, là, qui lui est présent de façon permanente au Québec. Donc, si on le schématise avec un axe de temps ici, donc cette espèce-là va passer l'hiver sous stade d'œuf, donc les œufs en diapause. Les chenilles vont se mettre à émerger donc vers la fin avril, mai, lorsque la température se réchauffe. Et puis, donc, jusqu'à fin juin, début juillet, où là, les chenilles de dernier stade, environ 6 stades larvaires, va faire une prépupe, donc va arrêter de manger, va faire un stade qui est plus stagnant avant de former sa chrysalide. Et là où les adultes vont commencer à voler de fin août, début septembre, octobre, avant de repondre au sol. Je mets en comparaison. Et en fait, oui, c'est ça, là, un petit mot sur les stades problématiques. On observe plus des dommages, donc quand il y a des larves, justement, c'est le stade qui va causer des dommages aux cultures. Mai-juin principalement. Les premiers stades larvaires causent souvent beaucoup moins de dommages puisqu'ils sont très petites. Puis à un certain moment, ils vont avoir autour du stade 3-4, ils vont se mettre à migrer vers une culture potentiellement qui là est plus propice à l'alimentation des larves qui vont causer plus de dommages. C'est ça, je voulais mettre en opposition aussi avec une espèce qui est migratrice, puis une qui est bien connue, en fait, c'est le verre gris noir, Agrotis epsilon, où justement là, les adultes vont nous arriver par les vents dominants donc du sud, ouais, à chaque printemps. Et puis, ces adultes-là vont pondre leurs œufs autour de mai. Puis, c'est encore là les chenilles qui vont poser des problèmes avant de former leur pupe et d'avoir des nouveaux adultes. Il est possible d'observer une ou deux générations par année si on est dans des périodes assez chaudes ou des moments propices, des régions propices aussi. Mais les stades problématiques, donc on va potentiellement observer des dommages de mai à août, mais plus que les cultures seraient plus sensibles en début de saison, moins bien établies, donc plus sensibles à être fauchées par les larves. Parmi toutes les espèces qui sont présentes, il y a quand même, de façon générale,
ils vont aller choisir leur plante haute au niveau de la ponte, là, souvent dans la végétation qui est abondante. Selon les espèces, ça va être parfois certaines graminées ou d'autres mauvaises herbes à feuilles larges, dans des résidus de culture aussi potentiellement. La ponte peut se faire selon les espèces, soit au sol ou sur la plante haute ou des résidus au sol. Donc, sol ou plante, ça dépend des espèces. Pour les dommages qu'ils peuvent occasionner, selon leur comportement, leur biologie, il y a 3 grands types de vers gris. Donc, on dit souvent les vers gris faucheurs, qui vont justement, eux autres, comme plus le vers gris noir, lorsque la larve va rencontrer un plant, bien, elle va couper la tige complètement. Il y en a d'autres qui vont avoir certains comportements de grimper puis de manger des feuilles. Et puis, en fait, ça, c'est aussi variable parce que comme le moissonneur, selon ce qu'il va rencontrer comme plante, il va parfois grimper, mais parfois couper aussi selon la grosse, si la tige est bien lignifiée ou pas, selon la stade de la culture. Donc, ça peut ressembler un peu à ça. C'est des grosses bouchées sur les feuilles ou même des feuilles coupées, sans être une tige, mais ça peut être une feuille qui peut être coupée. Puis nos amis les vers gris, on les appelle les noctuidés, les noctuelles, puis en fait, ils ont la caractéristique de sortir que la nuit. En fait, les larves, lorsqu'il fait noir, vont aller causer leurs dommages. Donc, dans le jour, on les retrouve, on les voit pas, ils sont enfouis à la base des plants ou dans les premiers centimètres de sol. Ce qui rend leur observation, leur dépistage un peu plus problématique. Au niveau des méthodes de lutte, donc, en régie biologique, on est souvent limité. C'est beaucoup des méthodes de lutte préventive qui vont être utilisées. En fait, pour quelques exemples, ça peut être avant d'implanter une culture dans un champ, de faire des travaux un peu plus prolongés, comme 2 semaines, ce qui pourrait amener à affamer les larves qui sont présentes dans le sol, ou si mécaniquement peut-être les allumer. Éviter des retours de prairies, synchroniser le synchronisme d'implantation de la culture versus des moments de risque de dommages pour les larves. Donc, ça peut être des choses à apporter. Il y a peu de bioinsecticides. Le Scorpio APA qui est sur le marché depuis quelques années contre le ver gris aussi peut être une solution, mais ce n'est pas toujours ce qui est préconisé non plus par les producteurs. Puis souvent, quand on observe des dommages, bien, aussi, il est trop tard pour implanter, faire des trucs, des méthodes préventives ou d'aller limiter les dommages qu'on peut observer. Parallèlement à ça, surtout, en fait, l'utilisation des cultures de couverture et engrais verts, ça se fait maintenant presque systématiquement. On couvre nos sols, mais la façon de gérer nos engrais verts dans le champ pourra peut-être amener certains effets sur nos ravageurs, ceux-là en particulier. Puis en fait, le projet porte spécifiquement là-dessus, c'est en fait les opérations de sol ou de non-travail de sol, si on laisse la culture de couverture, disons, tout l'hiver, quelle sera l'incidence de ces opérations-là sur les vers gris. Donc, c'est ces réflexions-là qui ont amené l'élaboration du projet, dont l'objectif principal est de lutter contre les espèces de vers gris à l'aide des pratiques de labo d'enfouissement de nos cultures et couverture pour limiter leurs dommages. Un premier sous-objectif, c'était de déterminer la meilleure technique d'échantillonnage des chenilles dans le champ et en bordure de champ pour nous aider à mieux caractériser leur répartition, mais aussi, en fait, pour être utilisé dans les volets qui vont être établis cette année et l'année prochaine, en fait, pour mieux mesurer l'impact de nos traitements. Donc, voilà pour le premier objectif, c'est ce que je vais vous présenter principalement aujourd'hui. Puis, comme je disais, le deuxième objectif, qui est vraiment le cœur du projet, c'est d'évaluer les méthodes de destruction de cultures de couverture sur les populations de vers gris noirs et moissonneurs. Donc, au niveau de la méthodologie, l'essai s'est réalisé à la plateforme d'innovation d'agriculture biologique de l'IRTA à Saint-Bruno-de-Montarville, sur un sol argileux humifère. C'était un retour de courge. Au niveau des traitements, en fait, il y a 4 méthodes d'échantillonnage qui ont été testées. Donc,
Le piège fausse, qui était composé d'eau savonneuse, en fait, dans un bol au sol, recouvert d'un petit toit de chloroplaste pour la protection. C'était le premier le traitement, le piège fausse. La deuxième méthode utilisée, c'est le piège APA. Donc là, c'est un mélange de semoule de maïs bio et de granules de luzerne. Avec un peu d'eau, ça nous faisait un beau petit pain comme ça, vous voyez sur la photo. Et puis, c'était placé au sol dans un récipient. On a, comme vous voyez sur la photo aussi, on a protégé notre appât avec une cage protectrice. Au niveau du troisième traitement, on appelle ça le piège refuge. En fait, c'était seulement composé que de 8 carrés de jute, une par-dessus l'autre, qui étaient maintenus au sol. Puis l'idée, en fait, c'est que les larves, ça sert de refuge. Donc, ils vont se cacher là et on regardait voir s'il y avait présence ou non des larves dans ce refuge-là. En fait. Et l'autre technique, c'est de carrément prendre une portion de sol et puis se servir des entonnoirs Berlès pour extraire les larves du sol. Donc, on n'avait pas à trier ou fouiller. C'était vraiment la chaleur des lampes qui fait que les larves fuient la chaleur et la lumière tombent dans le pot sous l'entonnoir. Donc, voilà, c'est les 4 traitements qui ont été étudiés cet été, l'été dernier. L'expérience est réalisée sous forme de bloc aléatoire complet avec 5 répétitions dans un dispositif qui ressemblait à ça. Donc, on avait 2 zones où on a installé les pièges. Ici, la bordure et puis le champ. Et puis, dans chacun des blocs expérimentaux, il y avait chacun des méthodes d'échantillonnage qui étaient distribuées aléatoirement. Donc, comme je le disais, répété 5 fois. Et puis, on a fait ça et en bordure de champ et dans la culture. Pour ce qui est des variables mesurées, donc, on a dénombré le nombre de variables capturées dans chacun des pièges 2 fois par semaine. On a commencé un peu avant la transplantation, mais je vais vous présenter seulement des résultats à partir de l'implantation au champ. Pour ce qui est des larves, comme je le disais, c'est quand même difficile à établir morphologiquement c'est quelle espèce, mais on a quand même fait des regroupements morphologiques selon l'apparence. Puis ensuite de ça, chacun de ces groupes-là, on a envoyé des larves pour faire identification génétique au labo de diagnostic. Et puis ensuite aussi, on a évalué les dommages que dans chacune de nos parcelles, en fait, pour documenter aussi la pression sur le site, mais aussi de voir la dynamique des dommages des vagueries sur notre culture de choux. Et puis, on a fait une évaluation aussi du temps de manipulation, de gestion de ces techniques-là d'échantillonnage pour voir aussi laquelle qui était s'il n'y avait pas quelque chose qui était trop long à utiliser. Alors, je vais commencer les résultats. Oh, mon Dieu, je m'excuse. Mon téléphone. Au niveau des groupes morphologiques, donc, il y a 5 groupes qui ont été observés l'année dernière en fonction, ça a été recoupé en fonction de l'apparence de la tête, certains critères à l'abdomen et au thorax. Et puis, les espèces qui ont été identifiées finalement par le laboratoire de diagnostic, c'est ceux-ci, le Comoides, je ne les nommerai pas toutes, là, mais en fait, il y en avait 5 groupes, donc avec quelques espèces parfois. Puis en fait, je voulais vous pointer aussi le groupe D, où là, ça a été les espèces du genre Uxoa qui ont été regroupées là, Uxoa messoria et Tessellata. Et puis, une parenthèse, en fait, aussi, je suis tombé sur la littérature de référence de La Fontaine aussi, c'est les papillons qui sont un guide d'identification, puis il mentionnait aussi là-dedans que il n'y a pas de clé qui est capable de créer, en fait, il n'y a pas de clé qui a été créée pour distinguer les espèces du genre Uxoa au niveau de larvaire. Ça n'existe pas, selon La Fontaine, des critères morphologiques pour les distinguer, les espèces au niveau larvaire. C'est pas étonnant, en fait, qu'on observe la même chose ici, ça a été regroupé de la même façon. En fait, je vous présente certains résultats de piégeage, mais on a fait aussi un effort d'aller dans différents, au-delà de notre site expérimental sur la ferme pour voir un peu ce qu'on avait. Puis l'abondance relative des espèces, c'est quand même, je vous la montre ici, c'est beaucoup le ver gris moissonneur qu'on a observé, nous, à Saint-Bruno l'été dernier.
un peu de minians, Nephaloides minians, puis très peu des autres aussi, Tessellata et autres, mais tout ça pour dire que, en fait, ciblé de un, qu'on n'a pas observé de variété noire sur notre site, puis que l'espèce principale était le varié moissonneur. Au niveau des résultats de piégeage dans le champ, après l'implantation de la culture, ici, il y a un axe de temps aussi où à gauche, vous voyez l'axe sur le nombre de varaigris par piège que je vais vous présenter, mais je vais aussi vous présenter en parallèle le pourcentage de plants endommagés par les varaigris, donc des dommages de varaigris spécifiquement sur nos plants de choux. Il n'y a pas eu des taux de capture extraordinaires. C'est quand même des taux de nombre de larves plus faibles. Vous voyez, en fait, de fin mai jusqu'à mi-juin, c'est là que les larves ont été piégées, principalement dans le piège APA. On a un pic dans la mi-juin, un petit peu aussi dans le piège fausse. Puis en parallèle à ça, mais on a vu dès la transplantation des dommages progresser jusqu'à s'être stabilisé. Donc, là, début juillet, là, comme un peu mentionné plus tôt, le mai-juin, c'est là la période qu'il y a plus de dommages. Et comme je mentionnais plus tôt, on a eu beaucoup de variés moissonneurs. C'est ce que je voulais vous représenter ici. Il y a quand même une proportion des individus qui n'ont pas pu être identifiés par l'analyse génétique. N'empêche qu'ils faisaient tous partie du même groupe morphologique. Donc, on peut penser que c'était du genre Uxois. Donc, voilà. Si on fait les captures totales donc par traitement, les pièges APA et faux, c'est eux qui ont le mieux performé. On n'a rien eu dans le piège refuge, juste une larve dans la méthode des collectes de sol. Donc, APA et faux, c'était les méthodes qui étaient gagnantes. Plus APA, mais il n'y a pas de différence significative là, entre les deux traitements. Donc là, on était au champ, dans la culture de choux. Pour ce qui est de la bordure de champ, tous les traitements qui ont été, en fait, les pièges qui ont été installés dans la végétation naturelle, juste à côté du champ, on n'a pratiquement rien piégé. Seulement deux espèces deux individus de Nephaloides minians, et c'était dans des pièges fausses. Donc, le vert gris bronzé de son petit nom. Au niveau du temps de manipulation, ici, je vous présente une analyse du temps total là, selon différentes couleurs, bleu et gris, c'est soit à l'installation ou au relevé, mais l'analyse statistique est faite sur le temps total, que ce soit en bordure ou en champ. Il n'y a pas une des techniques qui demandaient plus de temps, mis à part la technique d'échantillonnage de sol, surtout en bordure. Le sol n'est pas travaillé, puis donc ça demande un peu plus d'effort. Puis en plus, en fait, la technique de sol, il faut penser qu'il y a un 24 heures où le sol passe dans un entonnoir burlesque qui fait pas, là, je n'ai pas mis là-dedans, mais c'est clairement beaucoup plus pour les installations de 1 pour avoir la lumière et les entonnoirs, puis il faut le temps aux larves de sortir du sol. Fait que c'est quand même à considérer. N'empêche que pour les autres, globalement, les manipulations sont similaires. Alors, donc, pour rapidement le conclure, donc après l'implantation en bordure de champ, on n'a pas vu beaucoup de captures. Il y a des hypothèses qu'on pourrait réfléchir. En fait, à un certain moment, les larves qui pourraient se trouver dans la bordure ont potentiellement migré vers la culture, donc ils ne se retrouveraient plus là. Principalement, on pense qu'on avait du moissonneur, donc c'est pas surprenant qu'on en ait piégé aussi plus dans le chou. Puis aussi, en fait, l'environnement, la végétation autour des pièges pourrait potentiellement limiter l'efficacité de chacune soit à tirer, si on pense au piège APA, ou même juste au déplacement entre les pièges. Si une larve s'alimente sur une plante haute, il n'y a pas besoin de se déplacer, donc potentiellement beaucoup moins de chances de rencontrer un piège. C'est des petites hypothèses qu'on a réfléchi cet été. Au niveau du champ, on a le piège fausses et APA qui sont les deux méthodes plus gagnantes. Même si le taux de capture était plus faible, c'est ce qu'on va adopter pour le suite du projet. Puis aussi, en fait, il y a une petite utilité sur le piège APA. En fait, qui est potentiellement
sous-estimer les captures, bien, potentiellement sous-estimer. Il y a place à optimisation. Vous vous souvenez sur la photo, en fait, l'appât était au niveau équivalent au sol, en fait. Fait qu'il n'y a rien qui empêchait une larve d'aller s'alimenter sur l'appât, mais de quitter le piège. Fait qu'on on va optimiser la technique pour l'année prochaine en laissant quelques centimètres, en fait, entre la surface du sol et le fond du piège appât, ou potentiellement comme créer un mix des deux meilleures méthodes, donc piège appât, piège fausse, pour pouvoir utiliser dans le cadre de notre projet l'année prochaine. Justement, la suite du projet. Donc, je rappelle l'objectif qui était d'évaluer l'effet au champ de 3 méthodes de destruction des cultures de couverture sur nos populations de variés noirs et moissonneurs. Donc, je vais référer à culture de couverture juste en mentionnant CC ici pour faciliter l'observation. Très rapidement, les traitements qui ont été implantés à l'automne dernier, puisque c'est des travaux de sol on va implanter la culture en 2022, mais les travaux de sol à l'automne ont déjà été faits. Premièrement, on a un traitement où il n'y a pas de culture de couverture qui a été élaboré. Ensuite, les 3 autres traitements ont une culture de couverture qui est fauchée, qui est soit incorporée complètement à l'automne, partiellement à l'automne, ou qui n'a pas été incorporée du tout à l'automne, qui sera travaillée seulement au printemps. Fait que là, on a une ampleur du travail de sol qui est différente pour les 3 derniers traitements, qui avaient une culture de couverture. Si on veut le schématiser un peu, les traitements mécaniques ici, comme je vous le montrais, en fait, le premier traitement qui n'avait pas de culture de couverture, les 3 autres avaient tous la même, qui est un mélange d'avoine-pois, 50-50, et qui étaient tous similaires. Donc, au niveau de nos réplicas sur le site, tout ça va se réaliser sur le site de la plateforme à Saint-Bruno aussi. Donc, comme je vous mentionnais, ça a été élaboré pour le traitement 1, qui n'avait pas de culture d'ouverture, mais aussi un labo pour le traitement 4. Pour ce qui est de l'incorporation partielle, on a visé un 30 de résidus qu'on a obtenu avec 2 passages de hertz à disque, puis l'autre qui a été fauché, mais laissé au sol. Ce qui va être mesuré, un peu, c'est similaire à ce qui a été présenté, donc le dénombrement des vers gris. On va commencer avant l'implantation, un peu plus tôt aussi, peut-être 4 semaines pour être sûr de potentiellement être capable d'observer s'il y a des larves dans certains de ces sites non travaillés. 4 semaines avant l'implantation d'une culture de chou, encore une fois. Puis on va faire plus de sites d'échantillonnage, donc partir d'un transect de la bordure du champ vers la culture, et puis même dans le champ, aussi dans la parcelle où il y aura le chou pour voir un peu s'il y a une migration, une progression des larves qui partiraient potentiellement du bord et s'en aller vers la culture. C'est ce qu'on va essayer d'observer. Encore une fois, on va les regrouper morphologiquement, mais on va les faire identifier, bien sûr, puis on va suivre les dommages aussi au chou, selon nos traitements. Puis là, on va peut-être pouvoir quantifier justement s'il y a des traitements qui vont limiter les populations de larves environnantes dans chacune de ces parcelles-là et si on peut réussir à diminuer les dommages observés au chou. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui. C'est vraiment comme une première approche que je voulais vous présenter de nos thématiques de recherche qui est sur les vers gris. Je remercie bien sûr toute l'équipe de l'IRDA qui travaille avec moi, les étudiantes, l'équipe ouvrière, puis ainsi que nos collaborateurs au MAPAC. Merci à tout le monde. Et puis, je voulais aussi souligner évidemment que ce projet-là, ça a été financé dans le cadre du volet 3 du Prime Vert, qui est lié à la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Alors, merci beaucoup et je vais prendre vos questions.